Les Vases d'Ussé, tome 5, Jamais loin de toi, suite. Jeudi 15 janvier 2009. Du 16 au 20 septembre 2008, Éléonore avait accompagné François au 29e Congrès international de médecine interne à Buenos Aires. Comme à chaque congrès, quel que soit l'endroit où il avait lieu, la jeune femme y allait assez frais pour le voyage, le séjour et les repas. Peu leur importait à tous les deux ce que ça pouvait coûter. Ils avaient besoin l'un de l'autre. C'était la deuxième fois qu'elle l'accompagnait à un congrès international, et à celui-ci assistaient environ 10 000 personnes. Il avait eu lieu au Sheraton Buenos Aires Hotel and Convention Center, où ils étaient également hébergés. Cet hôtel de luxe offrait une vue exceptionnelle sur la rivière La Plata et était situé à 400 mètres de la Calle Florida, une rue piétonne pour les aficionados du shopping, ce qui n'était pas leur cas. Pour leur plus grand plaisir, un des deux restaurants servait une cuisine italienne régionale authentique. Lorsque les journées de travail étaient terminées, ils avaient eu l'occasion de visiter certains quartiers de la capitale argentine, comme celui de Palermo ou celui de La Boca, mais aussi des lieux incontournables, comme la très verte Plaza de Mayo, avec la Casa Rosa, le palais présidentiel, ou le cimetière de la Recoleta, où étaient enterrées tant de figures de l'histoire de l'Argentine, dont Eva Perón. Dans le quartier de La Boca, le quartier historique de la ville, à une demi-heure en bus de l'hôtel, ils avaient déambulé sur El Caminito, une rue piétonne populaire, flanquée de maisons aux peintures murales colorées et chatoyantes. Mais bien sûr, le quartier qui avait attiré Éléonore était celui de San Telmo, le berceau du tango. Ils avaient aussi largement utilisé la piscine extérieure pour se détendre, et la plastique d'Éléonore, comme la silhouette sportive de son mari, avait attiré les regards admiratifs. François avait réservé des surprises à sa femme. Il l'avait emmenée le second soir voir un ballet au Teatro Colón, l'opéra de Buenos Aires, un des plus beaux au monde, immense, avec du marbre à tous les étages et richement décoré. À côté, l'opéra de Paris était petit. Toutefois, les travaux de rénovation commencés en 2006 n'étaient pas encore terminés. Le lendemain, il l'avait emmenée dans une milonga pour danser le tango. Lors de la soirée de gala, le couple avait fait sensation par son élégance. François dans un superbe costume italien et Éléonore dans la robe rouge qu'elle avait portée à Milan et coiffée du même chignon. Non seulement le professeur Vass était un médecin de renom international, mais de surcroît, il était très séduisant et il avait une femme sublime dont il était éperdument amoureux, ce qui était réciproque. Les congressistes découvrirent aussi que les deux amants étaient aussi des tangueros de talent, ainsi qu'ils le démontrèrent sur El Tango de Roxane, sur Santa Maria de Gotham Project, Por una cabeza ou encore la Comparsita. Ce jeudi de janvier 2009, Steph et Dominique étaient passés prendre l'apéritif. Ils discutèrent un moment de l'investiture d'Obama et de ce pilote qui avait posé son Airbus A320 sur l'Hudson, sauvant ses 155 passagers. Brusquement, Steph changea de sujet. « Dis donc la puce, tu te rappelles de cet ami couturier pour qui tu avais défilé pendant tes études ?»« Axel Vuatier ?»« Oui, bien sûr, pourquoi ?»« Eh bien, il a créé sa propre marque l'année dernière et il vient de créer sa maison de couture. Il va présenter sa nouvelle collection printemps-été 2009 à la Maison des Métallos à Paris, le 30 janvier. »« Oh, tu sais, moi, ce monde trop artificiel, ça ne me tente pas trop. Et puis il a sûrement pris la grosse tête. » »« Pas tant que ça, bien qu'il soit passé chez Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier. Tu sais, sa première cliente a été Madonna. Et depuis, Mélanie Laurent, Rihanna ont craqué pour ses créations. Allez, fais un effort, viens avec moi, sinon je serai tout seul. » »« Dominique ne peut pas t'accompagner ? » ?»« Non, il n'est pas disponible. »« Pourquoi tiens-tu tant à y aller ? » ?»« Parce qu'il m'a invité, pardi. »« Je ne savais pas que vous étiez restés en relation. » »« Eh bien, comme tu peux le constater, c'est le cas. Alors ?» François et Dominique les écoutaient amusés. Allait-elle céder aux mimiques de son meilleur ami ? « Alors quoi ? Tu viens ? Allez, viens, s'il te plaît. »« Ok, d'accord, je vais essayer d'avoir un RTT, mais je ne te garantis rien. »« Yes !» s'exclama Steph, ravi. Vendredi 30 janvier 2009. Éléonore s'était arrangée avec ses collègues pour avoir un RTT et avec Claudia pour récupérer les enfants à l'école,
car ses parents étaient à Saint-François depuis le début janvier. Steph avait préféré prendre sa voiture, et ils avaient déposé les enfants à l'école avant de partir pour Paris. Ils arrivèrent à l'endroit du défilé vers 11h30. Ils étaient un peu en avance. « T'inquiète, la puce, Axel nous attend dans un restaurant juste à côté. »« D'accord. Je vois que tu avais tout prévu. »« Je n'allais tout de même pas te laisser mourir de faim. »« Mais bien sûr. » Effectivement, le couturier les attendait. Il reconnut tout de suite Éléonore et l'étreignit comme s'il l'avait vue la veille. « Élie, je suis content de te revoir. Tu sais que tu restes mon mannequin fétiche, même si tu as arrêté rapidement de défiler et poser pour mes modèles. Je pense que tu as maintenant des top modèles beaucoup mieux que moi. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais non. Tu restes la meilleure. Et je vois que tu n'as pas changé. Toujours aussi mince et élégante. Flatteur en plus. Non, je le pense vraiment. Il paraît que tu es mariée avec un séduisant médecin. Oui, et nous avons 2 beaux enfants. Je suis au courant, Steph m'a donné de splendides clichés réalisés par Alan Wilson. Tu ne te mouches pas avec le coude, question photographe. Wilson est un ami, il fait partie de la famille. La discussion continua le long du repas qui fut expédié, car il fallait se rendre dans la salle où avait lieu la présentation de la collection. Et Axel devait être présent pour tout superviser. Steph et Éléonore le suivirent dans les coulisses du défilé. « Élie, assieds-toi ici, demanda le couturier, j'ai quelque chose à te demander. »« Je te vois venir. »« Je te l'ai dit, tu es mon mannequin fétiche. Et je voudrais que tu défiles pour 2 tenues, 2 seulement. Tu es mon porte-bonheur, s'il te plaît. »« Mais ces modèles n'ont pas été créés à ma taille. Si ça se trouve, je ne vais pas rentrer dedans. »« Essaye toujours, tu verras bien. » Il lui fit essayer une robe très décolletée devant, à manches longues et très épaulée, ainsi qu'un fourreau asymétrique. Les 2 lui allaient à la perfection. « Tu vois, on les croirait faites pour toi. Donc maintenant, au maquillage et coiffage. Pas de discussion. » Éléonore jeta un œil menaçant vers Steph. « Toi, tu m'as piégée, mais tu ne l'emporteras pas en paradis. » Elle se retrouva maquillée, coiffée, avec les cheveux très tirés et plaqués comme les autres mannequins, et elle présenta les 2 robes qu'elle avait essayées. Ce premier défilé de Vuattier fut un véritable succès, et il le fêta avec ses couturières et ses mannequins, dont Éléonore, accompagnée de Steph. Le couturier remercia chaleureusement son mannequin fétiche. « Axel, je l'ai fait pour te faire plaisir, et en étant un peu piégée. Ne me refaites plus jamais ça tous les 2, dit-elle en regardant Steph. « Promis, dit Vuattier. Mais j'aimerais bien que tu passes un de ces jours, voir ce que je prépare pour la saison automne-hiver, en haute couture et en prêt-à-porter. Dis-toi que si je passe, ce sera avec François. Je te propose un deal. Chaque saison, tu choisis une de mes créations ou 2, avec les chaussures et les accessoires qui vont avec, et tu les portes pour que Wilson te photographie avec. Ça ressemble à du chantage ton truc, de la pub gratuite. Et si aucune des photos prises avec une de tes créations ne paraît dans les publications de Wilson? Tant pis pour moi. En revanche, je ne te demande plus de défiler. Tu es mon porte-bonheur. Ben voyons. Je vais y réfléchir. Steph ramena Éléonore chez elle vers 18h, après avoir récupéré les enfants à l'école de danse où les avait emmenés Claudia. François les trouva tous les 2 avec un verre à la main en rentrant du travail. Éléonore vint se jeter à son cou. Après avoir enlacé sa femme pour un baiser langoureux et serré la main de Steph, il lui posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Alors, cette journée haute couture ?»« Eh bien, mon meilleur ami m'a piégée pour que je défile pour Axel Vuattier. »« Ça, c'est un sacré coup bas, dit François en riant. Et j'ai défilé pour 2 robes qui, comme par hasard, m'allaient comme des gants. »« Comment Vuattier avait-il tes mesures si elles t'allaient si bien ?»« Pas difficile, ce sont toujours les mêmes depuis mes 17 ans. C'est vrai que depuis que je te connais, à part les grossesses, ton corps est toujours aussi mince, aussi parfait, dit-il en la serrant contre lui. Mais ce n'est pas tout. Ah, il veut que tu défiles encore pour lui? J'ai dit non. Mais il m'a proposé un deal. Du genre, choisir chaque saison 1 ou 2 pièces de sa collection prêt-à-porter et de les porter quand Wilson nous prend en photo. Tu oublies les chaussures et les accessoires qui vont avec, dit Steph. Toi, tu ferais mieux de ne pas trop la ramener, répliqua Éléonore en lui faisant les gros yeux.
Tu es complice avec Vattier. Elle a l'air de t'en vouloir, mon pauvre Steph, dit François en riant. Le professeur de danse prit un air si penaud que François, comme Éléonore, ne purent s'empêcher de rire. Il se leva alors et tira d'un sac auquel Éléonore n'avait absolument pas fait attention une robe et une paire de chaussures. « Tiens, il m'a donné ça pour toi. »« Mais c'est la seconde robe que j'ai portée pour le défilé. »« En tout cas, moi, je veux te voir dedans, dit François. »« Évidemment, si vous vous y mettez à deux, j'obtempère. » Elle revint quelques minutes plus tard, maquillée, les cheveux tirés comme lors du défilé, avec la robe noire symétrique et les chaussures qui allaient avec. François en resta bouche bée. « Mon amour, tu es splendide. »« Même si je te préfère sans rien du tout, » ajouta-t-il tout bas. « Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tu devras venir avec moi la prochaine fois, pour voir la nouvelle collection de prêt-à-porter automne-hiver. J'ai dit que je ne viendrai qu'avec toi, et je n'ai pas encore dit oui à son deal. »« Eh bien, je viendrai avec toi, et porter les créations de ce couturier sur les photos de Wilson, tu l'as déjà fait, puisque les robes que tu avais à Venise étaient déjà des cadeaux de Vattier, d'après ce que tu m'avais dit. »« Exact. »« Donc, deal pour 3 à 4 tenues par an. »« Avec les chaussures qui montent avec et aussi les accessoires, répéta Steph. Lundi 16 mars 2009. Comme chaque année, la famille s'était rendue en février à Saint-François, où tout le clan Vasse s'était retrouvé. Lisa, Alex, Estelle et Théo suivaient désormais tout le monde sur les pistes sans difficulté aucune. Serena venait de passer son premier flocon, et Léo, qui chaussait les skis pour la première fois, son ourson. Seule Claudia n'avait pas skié car elle était enceinte de 7 mois et demi. Éléonore avait, comme d'habitude, fêté son anniversaire à la Boîle du Dahu avec ses parents et amis. Pendant le repas, elle avait reçu un appel de Tina. Elles avaient gardé l'habitude de s'appeler, notamment pour leurs anniversaires. La star n'oubliait jamais ceux de Lisa et d'Alex. Ce soir du 26 février, elle avait annoncé à Éléonore qu'elle allait lui envoyer des billets pour son concert du 16 mars à Paris-Bercy pendant sa tournée Tina 50th Anniversary Tour, commencée le 1er octobre 2008. Éléonore avait attendu de se retrouver seule avec François pour lui annoncer que Tina les invitait en VIP à un de ses 2 concerts à Paris et lui avait demandé de prévenir Max et Sarah d'ici quelques jours de réserver leur soirée du 16 mars sans rien leur dire de plus. Le grand jour était arrivé. François avait prévenu Max et Sarah qu'ils viendraient les chercher à 17h. Ni l'un ni l'autre ne savaient à quoi s'attendre. « Bon, tu vas nous dire où tu nous emmènes maintenant » demanda Max. « Paris » répondit laconiquement François. « Mais encore, à un concert » répondit tout aussi brièvement son confrère et ami. Éléonore prit à son tour la parole. « Je vais te le dire, sinon tu vas nous harceler tout au long de la route. »« Un peu, mon neveu, dit Max. »« Qui est en concert ce soir et demain à Paris ?»« Je n'en sais rien, répondit leur ami. »« Tu me déçois, Max, moi qui te croyais un fan absolu. » Max hésita quelques secondes, puis sembla avoir une illumination. « Tu veux dire Tina ?»« Eh oui, il s'agit bien d'elle. »« Et tu crois que je pourrais la rencontrer ?»« Ça, je ne sais pas, rétorqua Éléonore. La conversation continua sur la chanteuse elle-même, qui s'était retirée depuis 7 ans. Quand François arriva boulevard de Bercy, il ne se dirigea pas vers le parking réservé au public, mais alla droit vers les barrages de sécurité de l'Accor Arena. « Qu'est-ce que tu fabriques » s'écria Max. « Ce n'est pas par là. »« Calme-toi, Max, je sais où je vais. » Les agents de sécurité arrêtèrent la voiture. François leur montra un document et un des agents lui montra où aller stationner. Là, un autre agent les emmena dans la salle de concert à leur place. « Des places VIP ? Vous ne vous mouchez pas avec le coude, les Vasse, dit Max, avec néanmoins un sourire ravi, car il allait être aux premières loges. Tina livra un show à grand spectacle, à l'américaine, avec combat de kung-fu, pyrotechnie, danseuse, clin d'œil à Mad Max 3 et James Bond GoldenEye, et tous ses plus grands tubes. Pour cette tournée, elle avait sorti les grands moyens, avec 4 danseuses, un groupe de rock de 7 musiciens, 2 choristes, des acrobates et une scène à étages. Les 2 passages les plus impressionnants furent en rapport avec le cinéma, car la soirée, plus qu'un concert de musique,
était un spectacle global, millimétré. La fosse de Bercy était d'ailleurs installée en configuration assise, avec des chaises, ce qui n'empêcha pas la chanteuse d'enflammer les quelques 15 000 spectateurs. À mi-concert, avant un entracte de près de 3/4 d'heure, une cage d'acier descendit des cintres, sur laquelle étaient perchés des acrobates habillés à la Mad Max. L'image rappelait le dernier volet de cette trilogie, dans laquelle Tina Turner jouait la méchante face à Mel Gibson en 1985. Tina elle-même apparut dans le costume qu'elle portait dans le film et chanta « We Don't Need Another Hero » qui figurait dans la bande originale alors que des extraits passaient sur l'écran géant. Puis, durant la deuxième partie, un faux James Bond faisait mine de se battre avec 2 ninjas avant que Tina, juchée en haut d'une plateforme, n'entame GoldenEye, le générique d'un des épisodes de la saga 007. La chanteuse avait toujours sa fameuse crinière et sa voix puissante et rauque. Pleine d'énergie, elle se déhanchait au milieu de ses danseuses, perchée sur ses talons hauts et vêtue de costumes en strass qui dévoilaient largement ses jambes. Max était aux anges à l'issue du spectacle. Quand je pense qu'elle a 69 ans, franchement, elle ne les fait pas. Elle a juste un peu grossi. Eh bien, moi, si je suis encore comme elle à près de 70 ans, ça me va, dit Éléonore. Tu as encore le temps, et je suis sûre que tu seras toujours aussi belle, lui murmura François en l'attirant à lui. Bon, ce n'est pas tout, mais je crois qu'il va falloir y aller, dit-elle. Éléonore se leva, en même temps que François, suivi par Max et Sarah. Quand ils obliquèrent à gauche, au bout de la rangée, Max réagit aussitôt. « Les lapinous, la sortie, c'est à droite. »« Mais, mon petit Max, nous n'avons pas l'intention de sortir. Nous sommes attendus. »« Hein ? Tu n'as pas faim ? » ?»« Parce que moi, oui, dit François. »« Si, évidemment. Alors, suis-nous. » Max vit alors un homme s'avancer au-devant d'eux, embrasser Éléonore et serrer la main de François. « Max, Sarah, je vous présente Erwin Bach, le compagnon de Tina. » Les 2 amis, intimidés, serrèrent la main de Bach, qui les emmena jusqu'à la loge de Tina. Celle-ci, déjà changée, vint au-devant du petit groupe et embrassa Éléonore et François avant de se tourner vers Max et Sarah pour leur serrer la main. « Je suis ravie de faire votre connaissance à tous les 2. Éléonore me parle souvent de vous. Alors, Max, il paraît que vous êtes un de mes fans. J'espère que le spectacle vous a plu. » Max semblait pétrifié. Il était face à son idole. Il fallut que François lui donne un coup de coude pour qu'il sorte de son silence admiratif. « Max, Tina t'a posé une question. »« Oui, c'était super, se contenta de dire Max. »« D'habitude, il est plus bavard que ça, précisa François à l'attention de Tina. »« Je confirme, ajouta Éléonore. »« Oh, ça va, les lapinous, réagit d'un coup Max. »« Les lapinous, répéta Tina, étonnée. Éléonore dut expliquer à son amie ce que signifiait leur surnom et pourquoi ils en avaient été affublés, ce qui déclencha le fou rire communicatif de Tina et d'Erwin. Quand tout le monde reprit ses esprits, tous se rendirent dans la salle où Tina partageait un souper tardif avec son équipe proche, qu'elle présenta à ses amis. Ils se quittèrent vers 2 heures du matin. « Vous m'avez bien eu tous les 2, déclara Max. Mais quelle soirée !»« Nous ne te l'avons pas dit, mais cette soirée, c'était le cadeau de Tina pour mon anniversaire. Elle m'avait envoyé 4 places, dont 2 pour toi et Sarah. Et en plus, Tina m'a fait un cadeau, dit Max rêveur. Vendredi 29 mai 2009. Lisa avait bien grandi. Depuis l'âge de 5 ans, elle faisait de la danse. Elle avait commencé par la danse classique et à 8 ans, depuis la rentrée de septembre, tout en poursuivant les cours de danse classique, elle avait commencé le modern jazz avec Sandra, la collègue de Steph et Claudia. Elle suivait aussi les répétitions de sa mère, qui créait toujours des chorégraphies pour elle-même, pour le plaisir, mais aussi pour l'école de danse. Et elle avait voulu se présenter au concours régional de la CND de mars, après le concert de Tina. Et à la grande fierté de ses parents, elle s'était classée première de sa catégorie en danse classique, ce qui l'avait qualifiée pour le concours national, qui avait eu lieu à Biarritz mi-mai. Laurence et sa professeure de danse classique l'avaient accompagnée. Ses parents n'avaient pu la rejoindre que le vendredi soir et avaient assisté aux dernières finales le samedi. La fillette s'était classée 2e,
ce qui était une belle récompense pour un premier concours national. Elle aimait la danse et pour autant, sa scolarité n'en souffrait pas. Elle ressemblait de plus en plus à sa mère, ayant hérité de sa beauté. Seuls les différenciaient leurs yeux, ceux d'Éléonore émeraude et ceux d'Élisa turquoise. Quant à Alexandre, à 7 ans, il adorait la montagne et le ski. À l'instar de son père, il n'était pas attiré par les sports d'équipe et avait commencé le piano comme sa sœur avant lui. Il ressemblait d'ailleurs trait pour trait à son père au même âge, disait Chiara. Éléonore et François étaient partis le 18 avril pour Skopelos et avaient passé quelques jours de cette première semaine de vacances de printemps en amoureux, pendant que les enfants étaient descendus à Ischia avec leurs grands-parents paternels. Ils les avaient rejoints le samedi 25 et étaient repartis le lundi matin. François ne pouvait rester trop longtemps loin de son service, d'autant qu'il fallait préparer ses interventions pour les congrès à venir, le congrès européen fin mai et celui de la SNFMI dans la foulée. Depuis le 27 mai, François était à Istanbul pour le congrès européen de la FEMI. Éléonore était restée à Rouen. Ses étudiants étaient en pleine période de cours et d'évaluation. Le vendredi, les cours finissaient généralement vers 16 heures. La jeune femme donnait le premier cours de l'après-midi à des étudiants qui avaient pour la plupart déjà la tête en week-end ou l'esprit encore embrumé après la traditionnelle soirée du jeudi soir. À 15 heures, elle était en route vers l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Elle laissa sa voiture au parking P1 du terminal 1. Son avion décollait à 17h55. Elle arriva juste à temps pour l'embarquement. Dans l'avion, elle se changea pour revêtir une robe de cocktail bleu nuit, celle qu'elle avait mise la veille de son mariage religieux à Ischia, la portant d'une manière différente, puisque le haut était convertible. Elle avait mis des sandales assorties et, revenue à sa place, elle se maquilla légèrement, se fit un chignon tressé et accrocha à ses oreilles des pendants d'oreilles en strass. Son voisin l'observait subjugué et ne put s'empêcher de lui en faire la remarque. « Il en a de la chance, celui que vous allez retrouver. » Elle le regarda en souriant. « Merci, je vais retrouver mon mari. Mais moi aussi j'ai de la chance. » À l'arrivée, elle se hâta de trouver un taxi. Il y avait 3 quarts d'heure de route pour arriver à destination. Elle appela François pour lui dire bonsoir, juste avant d'arriver devant le lieu de réception. Il était 23h15. « Bonsoir mon amour, comment se passe cette soirée ? » ?»« Comme d'habitude, tu me manques. J'ai hâte de rentrer pour te serrer dans mes bras. » »« Moi aussi j'ai hâte. Il paraît que l'hôtel où a lieu la réception a une superbe vue. »« Ouais, une vue sur le Bosphore. »« Attends 30 secondes, je quitte la table. Je vais aller dans le hall pour pouvoir te parler. J'ai envie de dire des choses que mes confrères n'ont pas besoin d'entendre. Je t'attends. » Je crois même que je vais aller prendre l'air devant l'hôtel, à l'abri des oreilles indiscrètes. Moi, je n'ai pas d'oreilles indiscrètes près de moi. Je peux te dire tous les mots d'amour que je veux. Le problème, c'est que je ne sais pas par où commencer. Je t'aime, François Vasse. Je n'aime pas être loin de toi. Moi non plus, je n'aime pas être séparée de toi, même une seule nuit, une seule journée. Et ça fait déjà 2 nuits que je dors sans toi. Il sentit une présence dans son dos. Et je n'en passerai pas une 3e seule. Elle était tout contre lui dans son dos. Il se retourna, la serra contre lui à l'étouffer, avant de prendre son visage entre ses mains pour la contempler, ses yeux bleus noyés dans le regard d'émeraude d'Éléonore. « Mon amour, tu es complètement folle. »« Oui, folle amoureuse de toi, François. Comme si tu l'ignorais. Ça fait 10 ans que je suis red dingue de toi. Et moi de toi, depuis que tu m'as envoûtée, ma sorcière bien-aimée. Allez, viens, que je présente ma merveilleuse épouse à mes confrères, enfin à ceux qui sont à ma table. » Éléonore laissa sa valise cabine à la réception et François demanda à ce que celle-ci soit emmenée dans sa chambre. La jeune femme arriva au bras de son mari dans la salle où avait lieu la soirée de gala. Le professeur Vasse était sorti seul et revenait accompagné d'une femme d'une grande beauté. Un de ses confrères italiens ne put s'empêcher une remarque grivoise. « Eh bien, François, je vois que tu n'as pas perdu de temps. 2 jours en Turquie et te voilà déjà bien accompagné. Combien pour la nuit avec cette beauté ?» ajouta-t-il tout bas. François ne répondit pas, et son voisin, Massimo Manzoni, le médecin romain avec lequel Éléonore avait dansé l'année précédente,
leva les sourcils. Il gratifia la jeune femme d'un sourire navré en jetant un regard vers son collègue milanais qui n'était pas présent au congrès de Rome, ce qui lui aurait évité cette bourde monumentale. « Chers confrères, je vous présente Éléonore Vass, ma femme. » Éléonore serra les mains des collègues de son mari au fur et à mesure qu'ils déclinaient leur identité. Arrivée à celui qui avait posé la question sur le prix d'une nuit avec elle, elle lui serra la main comme aux autres, mais apporta aussi la réponse à son interrogation, à voix basse. « E per me un piacere di incontrare il famoso dottore Alberto Costa. Mi è piaciuto molto il suo ultimo articolo sulla malattia di Wegener. Per rispondere alla domanda che hai fatto a mio marito, per François, è gratuito, non importa quante volte a notte facciamo l'amore, e qualunque sia il servizio. Ha stipulato un pacchetto a vita. Per le tariffe delle escort girls o sugar babies, guarda su internet. » Le docteur Costa était réputé pour ses nombreuses conquêtes féminines et seul François avait entendu ce que lui avait dit Éléonore, dont la répartie l'avait fait sourire. « Bien envoyé, mon amour, lui murmura-t-il à l'oreille. « Je déteste ce genre de propos, répondit-elle à voix basse. Ce doit être le genre de type qui s'octroie les services tarifés d'étudiantes fauchées pour son plaisir. J'en ai trop vu aux États-Unis qui cédaient à ce genre de commerce pour payer leurs études et leurs factures. Et ça s'est répandu encore plus avec Internet, jusqu'en Europe. Je le vois bien jouer le sugar daddy avec une jeune étudiante, comme celle que j'ai côtoyée à New York. Et à l'époque, ça ne passait pas par Internet, plus par cooptation. Au début, on te dit qu'il ne s'agit que d'accompagner ton bienfaiteur en soirée, au restaurant, au théâtre, mais ça se finit au bout d'un moment au lit. Tu connais apparemment bien le sujet. Et pour cause, tu as bien vu les réactions de certains depuis que tu me connais. Imagine lorsque j'avais 19 ans, jeune danseuse à New York. J'ai été très vite repérée, mais rassure-toi, je n'ai jamais été sugar baby. Je suis bien placée pour le savoir, répondit François, en déposant un baiser au coin de sa bouche. En ce qui concerne Costa, c'est un coureur de jupons invétéré, mais son terrain de chasse est plutôt le milieu hospitalier. Toutefois, rien à voir avec un castin, et c'est surtout le roi de la gaffe. Encore heureux. Les serveurs amenaient les cafés à ceux qui en souhaitaient. Un des convives à table avait observé attentivement le couple depuis l'arrivée d'Éléonore. Il s'agissait d'un médecin suisse. « Veuillez m'excuser, Madame Vass. Puis-je vous demander si vous avez fait de la danse ?»« Effectivement, depuis l'âge de 5 ans et encore aujourd'hui. C'est bien ce que je pensais quand j'ai entendu votre prénom. Et en plus, vous n'avez pas vraiment changé. Vous avez bien participé au concours international de ballet de Varna en 1986 et en 1988. » « Oui, tout à fait. » « Et vous aviez été médaille de bronze en 1986 et médaille d'or en 1988 en catégorie junior. » « Vous y étiez ? » Ma mère était professeure de danse et elle m'emmenait partout. « Vous êtes vraiment physionomiste parce qu'en 1988, j'avais 16 ans. Mais vous étiez déjà très belle et pour moi, vous incarniez la ballerine par excellence, plus que Rybakova qui avait gagné la médaille d'argent les 2 fois. Mais vous n'avez pas continué ? C'est dommage. Vous aviez le niveau pour intégrer l'Opéra de Paris ou le Bolchoï. J'aimais bien le classique, mais je préférais la danse contemporaine et le modern jazz. Et j'ai quitté le circuit professionnel en 1992. Je continue en amateur et j'ai choisi un autre chemin qui m'a mené vers l'homme de ma vie, François, ajouta-t-elle avec un regard éperdu d'amour vers son mari. La musique vint interrompre les conversations. François entraîna Éléonore sur la piste pour danser sur les standards du jazz, interprétés par l'orchestre. Le professeur Vass, très sérieux pendant les 3 jours de congrès, était radieux depuis que sa femme était arrivée et démontra d'autres compétences que ses compétences en médecine, avec une partenaire talentueuse. La sensualité avec laquelle ils dansaient tous les deux la rumba, le tango ou la salsa n'échappa à personne. Massimo, bon danseur lui aussi, invita la jeune femme pour 2 ou 3 danses, mais c'est dans les bras de son mari qu'elle démontra son talent la plupart du temps. Ils s'échappèrent après une dernière rumba pour se réfugier dans la chambre de François. Comme à chaque fois qu'ils étaient séparés, ne serait-ce que 2 jours, leur retrouvaille était toujours extrêmement câline, faite d'étreintes passionnées, de caresses voluptueuses, de baisers brûlants et de plaisirs indescriptibles. Samedi 30 mai 2009. Le samedi, Éléonore avait accompagné François pour les différentes interventions. Vers 16 heures, il s'était éclipsé
et avait pris directement un taxi jusqu'à la mosquée Süleymani, au sommet de la 3e colline d'Istanbul, la plus haute, avec des vues spectaculaires sur la ville. De là, ils avaient rejoint à pied le bazar égyptien, ou bazar aux épices, entièrement dédié à l'alimentaire, où Éléonore acheta épices et thé pour leur boisson préférée à tous les deux. Ils allèrent ensuite faire un tour au Grand Bazar, l'un des marchés couverts les plus grands et historiques du monde, avec ses 4000 boutiques dans une 60aine de rues. Ils déambulèrent dans quelques rues, se perdant, agréablement enlacés. Toutefois, ils écourtèrent leur balade pour reprendre un taxi qui les ramena à l'hôtel. François avait réservé un dîner croisière au coucher du soleil sur le Bosphore, mais n'avait rien dit à Éléonore. Celle-ci ne prit pas de risque en termes de vêtements et avait donc remis le tailleur fuchsia qu'elle avait porté l'année précédente lors d'un congrès. Toutefois, pour une note sexy, elle avait mis sous sa veste un top blanc court, très ajusté, avec un décolleté en forme de cœur et des manches courtes volantées. Selon le cas, elle garderait ou enlèverait la veste. Avec des sandales à talons blanches, une pochette assortie dans laquelle elle avait glissé un foulard en soie pour se couvrir la tête en cas de besoin et des pendants d'oreilles en strass, cela devait faire l'affaire. Elle laissa ses cheveux libres. L'ensemble sembla convenir à François qui l'étreignit pour un profond baiser qui la fit frissonner. Il l'entraîna jusqu'au hall de l'hôtel où une navette devait venir les chercher. Elle ne savait toujours pas où ils allaient, mais elle avait une totale confiance en François. La soirée serait toujours idyllique pour elle du moment qu'ils étaient ensemble. Ce n'est qu'en arrivant à proximité de l'embarcadère qu'elle comprit. « Un dîner croisière ? Il n'y a pas que moi qui aime faire des surprises, cachotier. J'espère que ma surprise va te plaire. Du moment que tu es inclus dans la surprise, tout me plaît. » Elle se jeta à son cou et chercha ses lèvres, mais elle écourta pour ne pas choquer les personnes autour d'eux. Les personnes qui participaient à ce dîner furent accueillies par le commandant de bord par un discours. Tout en déclamant sa tirade habituelle, il regardait avec insistance vers le couple. À la fin de son laïus, il se dirigea droit vers Éléonore et François. « Bonsoir, dit-il dans un français impeccable. Il me semble vous avoir déjà vu en France, il y a 10 ans. J'étais officier sur le Yildirim. Vous étiez à l'Armada du siècle ? Et vous dansiez dans un club. Je me souviens aussi de vous, monsieur, dit-il en regardant François, mais en vidéo. Vous étiez au Kosovo à l'époque, et votre femme avait annoncé qu'elle dansait pour vous. Il paraît, en effet, qu'elle avait fait ça, dit François avec un grand sourire. Je ne sais pas si elle vous l'a raconté, mais elle est revenue faire une dernière danse à notre demande, nous, les marins turcs. Nous voulions absolument qu'elle danse sur Simarik, que nous mettions à longueur de journée sur le bateau. Et elle avait joué le jeu, nous étions tous ravis. Mais personne ne lui manquait de respect. Sauf un marin italien qui l'a serré d'un peu trop près, mais elle l'a conduit poliment. Je suis au courant, en effet, et Éléonore me l'a raconté quand elle m'a rejoint au Kosovo. Elle vous a rejoint là-bas ? Ça ne me surprend pas. Il fallait voir son regard à la fin de cette danse qui vous était dédiée. Elle tendait les bras vers votre image sur la vidéo avec un regard qui en disait long sur ce qu'elle ressentait. Ce regard m'a marqué. Il exprimait tant d'amour. Le commandant eut l'air songeur un instant, puis il reprit à l'adresse de François. D'ailleurs, elle vous regarde de la même façon tout de suite. Bien, je vous laisse profiter de la soirée. À plus tard. La croisière les mena au coucher du soleil à la nuit tombée sur la ligne de partage des eaux entre l'Europe et l'Asie. Éléonore et François, tout comme les autres passagers, purent admirer les mosquées, les palais et les ponts illuminés. Ils s'attardèrent un peu sur le pont pour s'embrasser à l'abri des regards. Tout au long du dîner, il y eut des animations avec des derviches tourneurs et des danseuses orientales. Le commandant revint vers François à la fin du dîner et l'emmena à l'écart. « Chérie, dit François en revenant, le commandant vient de me demander si j'étais d'accord pour que tu danses de nouveau sur Simarik ce soir. Je lui ai dit que je n'y voyais pas d'inconvénient, mais que c'était à toi de décider. Tu sais bien que j'adore la scène, mais ce qui m'importe, c'est que toi, tu sois d'accord. Et je suis d'accord. Alors vas-y, car il me semble que tu vas devoir te changer. » Éléonore alla donc vers le commandant, qui l'emmena dans la loge où se changeaient les danseuses. Elle précisa qu'elle danserait sur la chanson de Tarkan, mais qu'elle souhaitait aussi danser un drum solo. La jeune femme enfila ensuite la tenue que l'une des danseuses lui prêta.
Son arrivée sur scène surprit les passagers qui l'avaient vue parmi eux. Mais ils restèrent subjugués lorsqu'elle se mit à danser un rax charqué dans la plus pure tradition, en y ajoutant sa touche d'interprétation sur les paroles de cette chanson à la musique entraînante que tous connaissaient. Mais elle poursuivit avec un drum solo qui rappela à François par certains aspects la danse tahitienne. Mais Éléonore fusionnait la danse orientale avec d'autres influences, notamment latines, comme le cha-cha-cha ou la samba. Les mouvements de la danseuse étaient en accord avec les percussions à la derbuka, comme si elle dessinait avec tout son corps. Elle combinait conjointement ou indépendamment les différentes parties de son corps, avec les chimisses des épaules, les vibrations et les tremblements, les ondulations et les différents accents. À la fin de la prestation, les passagers applaudirent à tout rompre, mais aussi les percussionnistes et les danseuses turques elles-mêmes. « J'avais l'impression de voir danser Didem, dit l'une d'entre elles. Le commandant remercia Éléonore pour sa prestation et fit la même remarque. Éléonore revint dans sa tenue initiale, s'asseoir sagement auprès de François. « Tu es vraiment incroyable. Tu joues avec ton corps comme avec un instrument de musique. » « Celui qui joue le mieux avec mon corps, qui le fait vraiment vibrer, c'est toi, mon amour. »« Mais je n'en jouerai jamais en public, dit-il en riant. »« Au fait, qui est Didem ?»« Un Didem Kinali est une grande danseuse orientale d'origine turque et de renommée internationale, qui a débuté dans une émission de télé turque, le Ibo Show, en 2005. Ils purent ensuite danser tous les deux. Éléonore dut enlever sa veste et François découvrit ce qu'il y avait dessous. « Tu sais que tu es vraiment très belle. J'ai envie de te croquer. Nous verrons ça quand nous serons revenus à l'hôtel. Mais tu sais que toi aussi, tu es très sexy. En attendant, fais-moi danser. » Ils enchaînèrent rumba, tango, cha-cha-cha, salsa et samba, jusqu'à la dernière danse passée par le DJ. La navette les ramena à leur hôtel un peu après minuit. François avait encore de l'énergie pour jouer avec le corps de sa femme, et Éléonore vibra comme jamais. Dimanche 31 mai 2009. Les deux amoureux se levèrent tôt pour visiter encore un peu Istanbul avant leur vol de retour à 19h20. François, tant qu'Éléonore n'était pas à ses côtés, n'avait pas eu envie de sortir de l'hôtel. Ils laissèrent leurs valises à la réception pour libérer la chambre et prirent le bus et le tram pour se rendre d'abord à la Mosquée Bleue. Pour être dans une tenue correcte, Éléonore avait revêtu une combinaison pantalon marine qui cachait ses jambes et une chemise bleu ciel à manches longues qui cachait ses bras. Dans son sac, elle avait une écharpe pour couvrir sa tête. La visite de la mosquée leur prit une demi-heure, et Éléonore put enlever chemise et foulard pour aller ensuite à l'hippodrome de Constantinople datant de l'Empire romain avec quelques vestiges, comme l'obélisque de Toutmoses III, la colonne serpent et l'obélisque fortifié. Juste à côté, le couple fut séduit par la visite de la citerne de la basilique, un réservoir d'eau souterraine construit par les Romains avec ses 336 colonnes de marbre de 9 mètres de haut qui soutenaient le toit. Le spectacle était impressionnant, d'autant que l'eau stagnante donnait de jolis reflets sur les colonnes. Après avoir vu la partie souterraine, ils s'intéressèrent au reste de la basilique. Le double passé de Sainte-Sophie, comme lieu de culte musulman et chrétien, lui conférait des caractéristiques particulières. Elle était vraiment belle, dehors comme dedans. Ses dômes et ses minarets roses étaient encore plus somptueux vus de l'intérieur. Le vestibule, l'admirable porte de bronze, l'ancien baptistère transformé en tombeau, la fontaine aux ablutions, le chapelet de mausolée avaient de quoi les estomaquer. La splendeur de la basilique Sainte-Sophie leur sauta aux yeux avec sa finesse, sa richesse. L'immense porte en cèdre, la mosaïque majestueuse du Christ, les dalles de marbre vert dans la nef, l'irrésistible coupole aérienne, les briques de tuf rosé, les pavés de mosaïque, l'argent, l'or incrusté de pierreries, les minarets en marbre et les fresques murales donnaient le tournis. Mais il y avait encore plus. Derrière les portes déjà éblouissantes, sous les plafonds d'or, les galeries des tribunes abritaient les plus belles représentations de ce lieu saint. Ils devinèrent un savoir-faire unique et raffiné à travers la justesse des traits et les nuances de couleurs sur les bas-reliefs symbolisant l'enfer et le paradis, le portrait de l'impératrice Zoé, les mosaïques de la Vierge et de l'ange Gabriel,
ou encore le parapet de marbre qui étreignait l'étage. Ils suivirent du regard les panneaux calligraphiés ottomans transcrivant le nom d'Allah, du prophète et des 4 premiers califes, le tout entouré d'or et sous une constellation de petites fenêtres percées. Le spectacle était partout hypnotique, avec les mosaïques d'or, d'argent, de verre et de pierres précieuses, les motifs floraux et géométriques, les splendides portes et les étalages de marbre précieux. Midi était vite arrivé, et ils avaient déjeuné dans un restaurant de spécialité turque, proche du palais de Topkapi, avec vue sur le Bosphore et le quartier de Galata. Après le repas, ils entreprirent la visite de la résidence des sultans ottomans au sommet de la pointe du sérail, qui leur offrit une vue spectaculaire sur la Corne d'Or. Le palais de Topkapi était une espèce de succession de murailles, de portes et de cours, emboîtées telles des poupées russes dont ils explorèrent les magnifiques jardins et les intérieurs à leur guise. Les pièces étaient décorées de magnifiques carreaux ornés, comme la salle de circoncision ou le harem du palais. L'église Saint-Irène, la première église byzantine de la ville, érigée dès le IVe siècle, était de loin le plus vieux monument à l'intérieur du palais. Au fond de la cour des janissaires, près de la billetterie, une petite fontaine d'aspect bien anodine attira leur regard. C'était la fontaine auprès de laquelle le bourreau officiel du sultan venait rincer son sabre après les décapitations. La porte du salut, ou porte du milieu avec ses 2 tourelles, construites sous Soliman le Magnifique, ouvrait sur la cour du conseil impérial et servait de salle d'attente pour les ambassadeurs. Ils visitèrent ensuite les immenses cuisines du palais, le harem, le divan, autrement dit la salle du conseil impérial, et donc le cœur du pouvoir. Ils accédèrent à la 3e cour par la porte des eunuques pour voir la salle d'audience, la bibliothèque et la salle des reliques. La 4e cour, très fleurie, les amena vers les kiosques de Bagdad et d'Erevan et la salle des circoncisions, puis au kiosque de l'Iftar, une pergola dorée à côté du kiosque de Bagdad, et au kiosque de Messidi, un mini-palais à lui tout seul. De la terrasse de ce dernier, ils profitèrent d'une des plus jolies vues d'Istanbul sur la mer de Marmara et l'entrée du Bosphore. En sortant de Topkapi, ils marchèrent une bonne demi-heure et traversèrent le pont Galata au-dessus de la Corne d'Or. Ils prirent ensuite le funiculaire tunnel, l'une des plus anciennes stations de métro du monde, pour atteindre la tour de Galata, tour médiévale du XIVe siècle, avec un pont d'observation et une vue incroyable sur la ville. Ils poussèrent ensuite jusqu'à la place Taksim, avec le monument de la République, puis jusqu'au palais de Dolmabahçe, résidence des sultans dans les derniers jours de l'Empire. Ils remarquèrent vite la différence avec Topkapi, y sentant une touche beaucoup plus occidentale au niveau de l'architecture, avec tous les équipements modernes pour l'époque, dont beaucoup de palais européens étaient dépourvus à la même période. Il était 17 heures à l'issue de cette visite. Ils allèrent un taxi pour récupérer leurs valises et aller directement à l'aéroport. Ils dormirent l'un contre l'autre dans l'avion et se réveillèrent peu avant l'atterrissage à Roissy à 22h50. Le temps de récupérer la voiture d'Éléonore, il était près d'1h30 du matin quand ils retrouvèrent leur lit conjugal à Mont-Saint-Aignan.